Bon après-midi à toutes et à tous, toutes nos excuses pour ce retard avec lequel nous débutons cette émission. Un retard indépendamment dû de notre volonté. Vous savez, nous avons un souci technique au niveau de la RTGA et à la Gombe, il y a une panne d'électricité. Et voilà, nous débutons cette émission réalisée de main de maître par Yannick Mahamba à la radio FM, à la régie FM, et Pedi Pereira qui est à la télévision, aux côtés de Fiestambou et David Pachera est derrière les images. Une seule thématique aujourd'hui, nous parlons de ce feuilleton, du projet de révision ou du changement de la Constitution. Pourquoi la question agite-t-elle la classe politique alors que Félix Tshisekedi n'a pas fait encore, n'en fait pas encore une priorité, vais-je dire. On en parle dans ces castings politiques avec mes trois invités dans ce studio bleu de RTGA. Je suis avec Maître Diagast Djamba. Il est cadre communicateur du MLC de Jean-Pierre Bemba. Bienvenue en débrief, Maître Diagast. Bonjour, Monsieur Christian Moses. Bonjour à mes co-débatteurs du jour. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment précis. Je profite de votre micro pour poser une inquiétude que j'ai depuis un moment. Ce n'est pas un débat que je vais lancer, mais tout simplement une inquiétude. Je vous redonne la parole. D'accord. Permettez que nous présentions également d'autres invités dans ce studio. Merci. Papi Mouya, vous êtes, communicateur du parti présidentiel UDPS. Bienvenue en débrief. Merci et bonjour à mes co-débatteurs. Bonjour à vous, Moses. Je vais vous aider à ajuster votre micro. Merci beaucoup. Ok. Bonjour à tous ceux qui vont pouvoir nous suivre. C'est une fierté pour nous de pouvoir nous retrouver encore une fois de plus ici pour parler République. Et j'espère que le débat sera vraiment équilibré. Merci. Et en dernier lieu, vais-je dire, lui c'est Nathanaël Onokomba, cadre communicateur de piste pour l'émergence de cette Kikouni. Merci beaucoup, monsieur Moses. Rectification. Cadre et porte-parole du parti Piste pour l'émergence et non communicateur. Ouais. Merci pour cette invitation. Je pense que le débat serait républicain, comme l'a dit mon co-débatteur, et je pense que ça serait vraiment républicain. Merci beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps à perdre, chers invités. Alors, vous avez suivi notre seule et unique thématique. Si vous voulez participer à l'émission, joignez-vous à nous au 097 30 50 850, 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS. Vos messages seront lus le moment venu. On débrief. L'actualité politique décortiquée par les spécialistes. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, Maître Diagast, je vous donne la parole. Vous n'avez qu'une minute 30 pour votre biscuit. L'inquiétude que j'éprouve, c'est tout simplement en rapport avec un secteur tout simplement, je vais dire, une question économique, mais qui est transversale entre plusieurs secteurs de la République. Je me suis posé mille une question, pourquoi est-ce que dans ce pays, je demande aux experts de m'éclairer, parce que je ne suis pas expert en la matière, pourquoi est-ce que dans ce pays, depuis des années, nous n'avons pas nous-mêmes notre propre usine de panification. En mon sens, je crois que le pain en tant que produit fini, ça devait être un bien des premières nécessités les plus précieux. Pourquoi est-ce que jusqu'à ce jour, l'État en tant que pouvoir central ou nos provinces en tant qu'instance régionale n'ont pas pensé à cette politique d'interventionniste et à la fois une politique de providence? Je lance la question à ceux qui sont concernés dans la matière, tous les secteurs en jeu, transversal, pour nous dire pourquoi est-ce que nous n'avons pas nous-mêmes une usine de panification propre à la République ou bien aux instances régionales. Quand j'étais enfant, je pensais que Maman Poto était une usine propre à la ville et même Covadis, mais quand j'ai atteint l'âge de la maturité, j'ai compris que toutes ces industries ne nous appartenaient pas, alors que le pain est censé être un bien qui ne peut être luxueux dans un pays comme le nôtre. Voilà, donc c'est une inquiétude que j'ai et j'exprime à ceux qui connaissent mieux que moi, s'ils peuvent m'éclairer, et tous ceux qui se posent la même question derrière moi. Merci, Maître Diagast Djamba. Nathanaël, avez-vous aussi un biscuit au nom de l'équité? Oui. Je vous donne aussi une minute. Merci beaucoup. Une minute pour ça. Merci beaucoup. Maître Diagast a dit que ce ne serait pas un débat. Je lui réponds directement que si nous n'avons pas des usines, c'est tout simplement parce que c'est la question qui bloque. Alors, comme vous m'avez donné une minute, je pense qu'aujourd'hui, le président Seth Kikouni a comparé devant son juge naturel. Aujourd'hui, poursuivi pour des infractions politiques qui lui opposent à ces régimes en place.
Il a comparu aujourd'hui à bonne santé, il s'est bien coiffé d'ailleurs, et il a lancé juste un message disant que il continue de dire que le Congo va mal parce que le Katanga va mal, le Congo va mal parce que les minéraux du Katanga ne servent pas au bien-être des Congolais, mais plutôt au bien-être de certains individus. Donc pour ceux qui s'inquiètent de sa santé, il va très bien, il est bien, et il a ses mentales d'acier, et il appelle la jeunesse à se réveiller et à se battre pour le destin de leur pays. Voilà. Rapidement, vous aussi, votre coup de gueule, si vous en avez. Oui, Moses, acceptez quand même qu'on puisse préciser des choses. Nous avons tous suivi une intervention, je crois que c'était hier ou après-hier. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, qui a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Surtout qu'il est professeur et qu'il y a des étudiants, des fois, qui profitent souvent quand il y a ce genre de débat pour quand même y tirer certaines leçons. La République démocratique du Congo n'a jamais atteint un budget de 163 milliards de dollars. Mais en parlant, le président de l'Assemblée nationale a laissé comprendre au public que le ministre des Finances, l'ancien ministre des Finances bien sûr, Nicolas Kazadi, avait servi ou avait fait dépenser l'argent de la République jusqu'à atteindre 52% du budget prévu. Ce qui est très faux, parce qu'en lisant, vous allez peut-être le vérifier avec moi, le FMI avait bien précisé que le paiement en mode d'urgence n'avait atteint que 18%. On peut le vérifier. Je crois que ce sont des petites choses qu'il faudra à ce qu'on puisse clairement présenter pour ne pas induire en erreur ceux qui ont l'habitude de nous suivre, surtout pour ne pas présenter une image sombre de quelqu'un qui a eu le temps de servir la République de sa façon. Et je crois que c'est de cette façon, en disant la vérité, qu'on va pouvoir construire notre pays et avoir un pays fort les jours à venir. Merci, Papy Mouya. Je rappelle que vous êtes communicateur de l'IDPS. On en vient directement à notre thématique. Vous savez, le parti présidentiel vient d'amorcer déjà la mobilisation pour la révision ou le changement de la Constitution. Un spot publicitaire venait d'être lancé ces jours même sur les différentes plateformes en ligne, notamment les réseaux sociaux. Alors, Papy Mouya, j'aimerais que vous preniez la question en premier. Comment comptez-vous justement convaincre tout le monde avec cette initiative, avec votre initiative qui est justement remise en question par non seulement par l'opposition, mais également la société civile et aussi l'Église catholique? Merci beaucoup, Moses, pour la question. Comment mettre tout le monde d'accord dans votre campagne? Je pense qu'on va continuer à sensibiliser la population, le peuple. On doit continuer à présenter le méfait de notre Constitution, les points faibles de cette Constitution. Vous avez suivi avec moi l'intervention de l'abbé Donatien Cholet, que nous tous nous respectons. Il a fait une sortie qui n'a pas été à la hauteur de son nom. Vous savez, quand il pense que c'est le président Tshisekedi qui cherche à changer la Constitution, c'est une grosse erreur. Je ne croyais pas qu'il pourrait arriver à ce niveau. En lisant la Constitution, vous allez comprendre avec moi que le président de la République n'a le droit que de réviser la Constitution. Ah ben, je l'ai dit que la Cinco dit non à toute révision ou changement de la Constitution. Permettez que je puisse aller au fond, parce que quand il est allé développer le discours de Félix Tshisekedi au niveau de Kisangani, il a dit qu'il y avait intention de pouvoir modifier, de pouvoir changer la Constitution de la RDC. Mais il n'a pas précisé que ce n'est pas le président de la République qui change la Constitution. Le président de la République n'a le pouvoir que de modifier la Constitution. Vous allez lire l'article 218, on les reconnaît, ces pouvoirs. Mais à ce qui concerne les changements de la Constitution, le pouvoir revient qu'au peuple. Et si vous avez bien suivi le discours du président Félix Tshisekedi, il a été trop clair. Il a laissé une voie libre, les mains libres au peuple. Il a dit clairement au peuple que c'est vrai qu'il y a des articles qui sont verrouillés,
Et pour qu'on puisse arriver à déverrouiller ces articles, il faudra que le peuple puisse dire un mot. Non mais écoutez, l'UDPS, mon parti, avait déjà présenté l'idée de changer ou de pouvoir de refuser d'abord la constitution que nous avons aujourd'hui en 2006. Vous allez convenir avec moi. Aujourd'hui, les gens peuvent dire ce qu'ils trouvent normal. Mais quand vous allez au fond, d'abord avant d'entrer au fond, vous regardez la forme de notre constitution. La rédaction de cette constitution. On vous dit que la constitution de la RDC n'a pas été rédigée ici en République démocratique du Congo. C'est vrai. Mais la République qui est un pays indépendant, comment la constitution de notre pays peut se faire rédiger en dehors du pays? Pour plus de précision, quelle est la démarche menée par l'UDPS? Vous prenez le changement ou la révision de la Constitution? Je pense que les deux ne sont pas... Les deux, c'est possible qu'on puisse parler des deux. On peut voir la révision, tout comme si on trouve normal d'aller jusqu'au changement. C'est pas impossible, c'est faisable. Votre démarche paraît ici ambiguë, justement. Par rapport à quoi? Cette démarche est autorisée par la Constitution elle-même. La Constitution n'a pas refusé qu'on puisse la réviser. Elle n'a pas aussi refusé qu'on puisse la changer. Donc si aujourd'hui l'UDPS pense qu'il y a possibilité qu'on puisse modifier ou changer la Constitution, je pense que ce n'est que normal. Et c'est aussi normal que l'abbé Cholet puisse donner sa position. On est en démocratie. Et surtout qu'il faudra aussi rappeler au peuple, surtout aux prêtres catholiques, que la République démocratique du Congo, c'est un pays laïque. Ça aussi, c'est constitutionnel. Donc, il est de son droit de pouvoir donner son point de vue, mais il ne doit pas aussi empêcher les autres. Vous avez le CC. Le CC pourra aussi donner son point de vue. Le musulman, et aussi à leur tour, il peut faire la même chose. Donc, on accepte que chacun puisse donner son point de vue, jusqu'à un moment où il faudra qu'on puisse faire appel au peuple. Vous savez, l'Église catholique est efficace dans ses actions de terrain lorsqu'elle mobilise, même ce fidèle, pour s'opposer à certaines actions ou démarches politiques. Il vous souviendra en 2017-2018, lorsque Joseph Kabila voulait justement modifier ou changer la constitution, l'UDPS, c'était justement... c'était allié à l'Église catholique pour faire barrage à toute démarche tendant à modifier ou soit à toucher à la Constitution. Et il faudra dire la vérité au peuple, Moses. Qui sont croyants de l'Église catholique? Et ce sont des Congolais, Moses. Et je vais vous dire une vérité. L'Église catholique, ça a l'UDPS, attention, c'est pas cette Église que vous présentez des années. Si l'Église catholique a eu à faire face à certaines réalités, attention, elle a été accompagnée par l'UDPS. Ça aussi, il faut le dire au peuple. Il faut le dire au peuple. Le parti UDPS, mon parti, continuera à sensibiliser, continuera à faire comprendre aux Congolais qu'on ne change jamais une constitution pour une personne. Non, la constitution s'échangera pour l'avantage du peuple. Vous nous suivez en direct de la 88.1 FM, fréquence radio de RTGA. Vous qui nous suivez à la radio, vous avez aussi cette possibilité de nous regarder en direct à partir de votre smartphone en téléchargeant l'application de BlueSat dénommée Blue OTT International. Blue OTT International, canal 973 sur RTGA World. Vous nous suivez également à la télévision sur Canal+, canal 600... Canal 365, justement. Merci, Pédi Pereira. Alors, Maître Jagas Djamba, semble-t-il que la démarche de l'UDPS ne conforte pas tous les alliés de Félix Tshisekedi. Quel est l'avis de votre parti, le MLC de Jean-Pierre Bemba? Êtes-vous contre ou pour l'initiative de réviser ou d'échanger la Constitution? Moses, je crois qu'avant de répondre à une quelconque question, on doit poser les bases. Les bases sont telles qu'il faut d'abord connaître c'est quoi une Constitution. Ensuite, il faut dire s'il faut non réviser, soutenir avec des arguments solides, pas avec des intentions ou des émotions. Et enfin, il faut élever l'équivoque selon qu'il s'agit du changement et modalité des changements, comment on en arrive.
La Constitution, en termes clairs, beaucoup de gens le savent, mais je vais effacer un peu une forme d'ambiguïté qui se présente aujourd'hui. La Constitution, en fait, ce n'est pas le texte que nous avons. Le texte était tout simplement un support qui vous donne un miroir matériel de la Constitution. Mais en fait, la Constitution, c'est la norme d'abord, c'est-à-dire un conglomérat de normes que vous avez érigées en principe qui cimentent votre société. C'est même ça, la Constitution. C'est comme ça que vous verrez dans des États comme en Grande-Bretagne, vous n'avez pas une Constitution écrite. Vous allez en Nouvelle-Zélande, vous ne verrez pas une Constitution écrite. Vous allez en Israël, vous n'aurez pas une Constitution sous la forme écrite comme chez nous. Vous allez même en Arabie Saoudite, ils ont un texte sacré qui est religieux, qui sert de constitution. Mais en fait, la Constitution, c'est les habitudes qu'ils ont consacrées en normes. Alors, pour autant que la Constitution, ce n'est que ce que vous êtes, vos habitudes. Si les hommes sont dynamiques et évolutifs, ça veut dire que les constitutions également doivent être évolutives. Un constitutionnaliste des renom au nom de Royer Collard disait en son temps que les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour les sommeils. C'est-à-dire que les constitutions s'adaptent aux réalités de la société. Et les réalités doivent être soit structurelles ou conjoncturelles. C'est-à-dire qu'en fait, la notion de la révision constitutionnelle ne devrait pas être un tabou pour autant que même la Constitution prévoit les mécanismes des révisions. Moi, à mon sens, à notre niveau, nous avons même détecté plus de 49 dispositions devant faire objet des révisions constitutionnelles dans notre pays. Il ne faudrait pas qu'on puisse c'est-à-dire maquiller ou dénaturer le sens d'une réforme constitutionnelle. Je vous donne, parce que je n'ai pas assez de temps pour vous parler de toutes les 49 dispositions, mais je peux vous donner tout simplement 3 dispositions qui peuvent faire l'objet d'un débat républicain. On réfléchit ensemble. Je vous donne un cas. Au niveau de l'article, nous avons tous ici connu, parce qu'on a tendance à dire que les réformes constitutionnelles n'engage pas les réalités sociales. Mais je vais vous expliquer ici à nous tous comment est-ce qu'il y a symbiose et mariage de tous les deux cadres, qu'il s'agisse des cadres normatifs et des cadres de gouvernance. Vous prenez l'article 106. Nous avons connu un problème avec le dossier Bukangalonzo ici. C'était, je crois, une affaire de 387 millions sortis pour phase d'essai avec l'histoire des maïs de parcs agro-industriels. Nous avons tous ici suivi le principal suspect. Je n'incrimine personne, mais le principal suspect dans l'affaire Bukangalonzo est connu. Mais jusqu'à ce jour, les principaux suspects ne peuvent pas être jugés. Faute de quoi? Vous avez vu les ping-pong juridictionnels qui se sont joués entre la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation. D'une part, la Cour constitutionnelle qui vous dit ne pas être compétente, la Cour de cassation qui vous dit la même chose. On a dû recourir à un juge d'interprétation qui relève des compétences gracieuses de la Cour, au lieu de recourir à un juge de contentieux, parce que c'était une question de contentieux constitutionnel. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de revoir dans quelle mesure on peut clarifier l'article 106 alinéa 2 de la Constitution? Ça, c'est un élément. Deuxième élément, vous prenez l'article 107 de la Constitution, notre Constitution actuelle, où on vous dit clairement que le parlementaire, dans l'exercice de ses fonctions, peut être poursuivi en cas de flagrance. Mais vous prenez l'article 106 de la Constitution quand on parle des membres de gouvernement. Ceux qui manient notre argent, ceux qui manient les ressources du peuple, eux, la Constitution n'ouvre même pas une brèche pour parler des flagrances en cas de poursuite. On ne parle que de poursuite votée au 3/5e au niveau de l'article 166 de la Constitution, alors que l'article 107 ouvre la brèche des flagrances pour les parlementaires. Et je finis par ce dernier exemple. Aujourd'hui, dans notre pays, dans ce pays, nous avons connu un moment donné où il y avait une forme de dichotomie des visions entre le président de la République et le chef du gouvernement, à l'époque du gouvernement Ilunkamba. La vision du chef du gouvernement qui ne s'est marié pas avec la vision du chef de l'État. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons connu un temps où la République était pratiquement sous la forme d'un cric, parce qu'il y avait une crise. On ne tenait plus de conseil des ministres pendant 6 mois. Pendant tous ces temps, qui croupissait? Ce n'était pas Tshisekedi, ce n'était pas les membres du gouvernement, c'était le peuple. C'était moi, c'était vous. Parce que les options de gouvernance n'étaient pas levées. N'y a-t-il pas moyen, quand bien même Kilukamba, l'ancien Premier ministre, Joseph Kabila, n'avait pas... en fait, Tshisekedi n'avait pas la majorité, quand bien même qu'ils n'étaient pas dans la cohabitation, mais ils étaient dans la coalition, mais leur point, leur vue... Il y avait toujours divergence de vue. Non, là vous entrez dans les considérations systémiques du jeu politique. Ça existe. Les considérations systémiques du jeu politique transcendent les règles de droit constitutionnel parfois. Parce que ça va au-delà de ce qui est écrit. En fait, ouais, ça vous entrez dans la pratique. Je reste sur les cadres normatifs. Je ne vais pas dans les cadres du système. Je vais dans le cadre normatif. C'est-à-dire, si aujourd'hui le chef de l'État n'a pas la possibilité de révoquer un Premier ministre, parce que le Premier ministre serait issu d'une chambre, c'est-à-dire de la démocratie représentative qui est l'Assemblée nationale, et que lui serait issu de la démocratie directe qui serait le suffrage universel populaire, il faudrait maintenant en ce moment-là voir dans quelle mesure marier ce que nous pensons et ce qui est écrit dans ce pays, moi et vous. Quand il y a un problème, les opposants et même nous-mêmes,
nombre de fois, nous disons, dans le peuple, c'est-à-dire le peuple, les citoyens lambda, quand il y a un problème, on ne voit jamais le chef du gouvernement. On voit toujours, permettez-moi de finir, permettez-moi de finir parce que je risque de perdre les fils d'idée. S'il y a un problème au niveau de la société, tout le monde voit Tshisekedi. C'est un peu ça que nous avons vu aussi sur Kabila. On voit Kabila, on voit Tshisekedi. Je vous fais une blague. Peut-être aujourd'hui, les gens ont tendance à encenser la gestion des Matata, la gouvernance des Matata. Mais tout le monde diabolise la gestion des Kabila. Alors qu'en fait, c'est paradoxal. C'est une forme de canular qui ne dit pas son nom. On ne peut pas avoir le bilan d'un chef de l'État positif ou négatif et le bilan d'un chef de gouvernement négatif parce qu'au nom de la solidarité de l'exécutif, ils sont liés. Mais non, au niveau de notre peuple, ce que notre peuple pense, c'est que c'est le chef de l'État qui est responsable de tout. Mais au niveau de notre armature juridique, l'article 92 de la Constitution vous dit clairement que le pouvoir réglementaire est détenu par le Premier ministre qui dispose du pouvoir réglementaire. Ça veut dire c'est lui qui gère la République. Mais le citoyen lambda ne voit pas le chef du gouvernement. Comment écraser cette dichotomie qui existe entre ce qui est pensé par le peuple et ce qui est écrit dans la norme? Il faut revoir la Constitution et marier les réalités normatives aux réalités anthropologiques et sociologiques. Maintenant, je vais au niveau du changement. Parce que la question tourne autour de la révision et du changement. Donc, je disais que la révision, à mon sens, ne poserait pas de problème parce qu'il y a beaucoup d'éléments. S'agissant du changement, mon frère Papi Mouya a dit que ça relevait du peuple. Je suis d'accord. Parce que c'est le peuple qui est le souverain primaire, c'est même lui le constituant originaire. C'est seul le peuple qui doit décider. Et encore que, en RDC, nous avons opté pour le système des majorités et non pour le système d'unanimité. Ça veut dire, si le peuple majoritaire décide de lever l'option sur un changement de la Constitution, ça sera fait. Maintenant, le problème qui se pose ici ne serait tellement pas au niveau du peuple majoritaire qui doit changer la Constitution. Le problème qui se pose ici, c'est au niveau de la forme et des préalables. Les changements de la Constitution à ces stades, dans notre Constitution, dans nos textes, n'est pas prévu en termes de mécanisme des modalités. Ça veut dire qu'il n'y a aucune procédure liée au changement de la Constitution. Mais la procédure liée à la révision, elle existe. Vous connaissez les dispositions des 118 et consorts. Mais pour autant que la procédure liée au changement de la Constitution n'est pas prévue, on ne peut pas s'hasarder d'aller dans un schéma où le gardien de la Constitution, qui est la Cour constitutionnelle, le juge constitutionnel, ne peut même pas se prononcer. Le changement de la Constitution... Félix Tshisekedi a laissé la marge au peuple d'en décider. Non, je vais préciser un élément. Il vous reste une minute. Je vais préciser un élément. Monsieur Moses, l'article 22 de la Constitution consacre la liberté d'expression et de pensée. C'est que monsieur Félix, le président de la République, a dit. Il ne faut pas oublier ici que le chef de l'État, lui aussi, jouit de la liberté d'expression et de pensée. Il peut avoir mené une initiative qui engage sa formation politique ou qui engage sa personne. Vous n'allez pas lui dénier ce droit. Si vous lui déniez ce droit, c'est anticonstitutionnel. C'est d'abord une expression populaire. Pour que l'option du changement soit levée, je connais, nous, au niveau de l'Union sacrée, il y a des organes qui décident des options qui sont levées. Mais vous n'allez pas dénier à une formation politique le plein droit de la liberté d'expression et de pensée. C'est une qui concerne une formation politique qui ne concerne pas encore la plateforme Union Sacrée. Donc, il faut faire la part des choses entre l'UDPS et l'Union Sacrée. L'UDPS a le plein droit de penser à conserver les pouvoirs le plus longtemps que possible. Mais l'option levée par l'Union Sacrée n'est pas encore à jour. Et c'est pourquoi ici, je vais élaguer un faux débat. J'écoute, dans mes 30 secondes qui restent, j'entends souvent les gens dire, est-ce que c'est la révision ou le changement de la Constitution qui va faire en sorte que Banzele est Tongama? Est-ce que c'est la révision qui fera en sorte qu'on puisse casser la corruption? Est-ce que c'est la révision qui fera en sorte qu'il n'y ait pas d'inondation? Je voudrais qu'on puisse élaguer les débats des rues. Monsieur Moses, il faut dissocier les débats du cadre normatif au débat des gouvernances. Dans chaque État, il existe les débats de cadre normatif et les débats des gouvernances. Aux États-Unis, par exemple, la Constitution de Philadelphie de 1787. À ce jour, cette Constitution est à ce 27e amendement. Vous allez me dire qu'aux États-Unis, il n'existe pas de problème d'ordre de gouvernance. Vous avez connu le scandale avec George Floyd et que sais-je encore. Les problèmes de gouvernance existent, mais il faut dissocier les problèmes de gouvernance au cadre normatif. Le cadre normatif vous cimente le cadre selon lequel on doit naviguer dans l'exercice du pouvoir, alors que le défi de gouvernance fait appel aux indicateurs économiques, aux indicateurs sociologiques, aux indicateurs anthropologiques et même philosophiques et idéologiques. Donc il faut dissocier les débats, qu'il s'agisse, non, ce n'est pas la Constitution qui fait ceci, non, il faut dissocier les débats. Si on veut un débat sur la gouvernance, on fera un débat sur la gouvernance. Mais selon l'UDPS, vous entendez l'argumentaire de l'UDPS, le cadre normatif aussi poserait problème quant à la gouvernance. Félix Tshisekedi il a même soulevé cette problématique cette modalité de nomination du Premier ministre et tout récemment
l'expérience nous renseigne avec Judith Souminois, cela a pris beaucoup de temps. Il a cumulé le retard pour qu'enfin il puisse nommer le Premier ministre. Vous savez, je disais ici que le cadre normatif, en fait, le cadre normatif vous donne l'ossature des institutions. Comment est-ce que les institutions doivent être de manière sous la forme anatomique. Mais le cadre des gouvernances, c'est en fait une forme de physiologie du pouvoir. Merci. Ça veut dire les actes de gestion. Il faudrait qu'on en arrive à dissocier. Il ne faudrait pas mélanger les cadres normatifs au cadre de gouvernance. Merci Maître Jagast Djamba. Je rappelle que vous êtes communicateur et cadre du MLCD Jean-Pierre Bemba. Nathanaël Onokomba, cadre et porte-parole du parti de Seth Kikouni, piste pour l'émergence. Vous militez contre toute tendance, toute intention de toucher à la Constitution, quand même qu'on parle soit de la révision ou du changement de celle-ci. Alors, pourquoi la question, on sent vraiment cette agitation dans les chefs de l'opposition, alors que Félix Tshisekedi n'en fait pas encore toute une priorité. Il a dit qu'il va mettre en place une commission ad hoc pour statuer sur cette question en 2025. Merci beaucoup, Monsieur Moses. Je vais, avant de répondre à cette question, je ne veux pas me comporter comme de simples étudiants qui lisent des théories et qui relayent ces théories-là. Notre Congo a notre histoire. Je ne vais même pas aussi définir la Constitution telle que définie par certaines personnes. Mais il faut savoir, pour moi, qu'est-ce que je conçois comme Constitution? C'est la volonté du peuple coulée en écrit. C'est la représentation imaginaire d'un État. Les gens s'unissent, ils définissent comment ils veulent voir leur État évoluer. Et avant de parler de quelconque modification ou changement de la Constitution, il faut apprendre l'histoire de notre pays. Parce que je vois les gens s'hasarder. Non, les mécanismes de la Constitution doit changer. Patati patata, dans tel pays, il n'y en a pas. Mais c'est quoi le Congo? Vous allez remarquer avec moi, depuis 1960 jusqu'à ce jour, on a toujours eu un problème de la Constitution. Et la Constitution a un petit souci, c'est-à-dire unifier le peuple congolais. Vous allez voir, en commençant déjà par la Constitution de 64, entre Tchombe et Kassavubu. C'est la même chose, l'unité nationale. La Constitution congolaise poursuit simplement l'unité nationale. Vous venez en 67, c'est la même chose. Je traverse les époques, j'arrive au 1992. Quand Mobutu a dissous les travaux préparatoires de la conférence nationale souveraine, qui avait pour objectif élaborer une constitution démocratique. Il y a eu la marche qui s'est suivie au mois de février 1992. Les gens sont morts. Pourquoi? À cause de la démocratie. On arrive quand Kabila les pères prend le pouvoir. Quelques années après, une année après, en 98, directement, il y a une rébellion. RCD. Après l'RCD, il y a une rébellion du côté Kisangani, soutenue par l'Ouganda, le MLC. La rébellion du MLC. Et donc, j'ai certaines dates ici avec moi. Les 17e mois 1999, il y a un accord entre le gouvernement et les États qui soutiennent la rébellion au Congo. Le gouvernement Mouzé. Les 30 juillet 1999, il y a un accord entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le MLC. J'ai un cadre de MLC sur les champs. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il faut cesser les faits, nous allons réorganiser les pays, parce que Kabila, les pères, a mis une commission en place. Cette commission chargée d'élaborer la constitution. On avance. On arrive le 30 août 1999. Les gouvernements signent un accord avec le RCD pour cesser les faits. Le 19, et puis Kabila les pères va venir mourir. Les dates semblent si multiples. Alors vous pouvez... Non, vous savez, l'erreur avec beaucoup de nous aujourd'hui, les gens ne maîtrisent pas l'histoire de notre pays et ils se lancent dans les débats. Je vais y arriver, s'il vous plaît. Puisque vous parlez de l'histoire, puisque vous remontez dans les temps, Joseph, je veux dire ici, Joseph Kassavubu avait touché à la Constitution, Mobutu plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez me laisser finir? C'est très capital. Ça s'enseigne à l'université. Les autres n'étudient pas cela. Et je prends cette occasion pour donner ça même à ceux qui nous suivent. C'est important. Ces dates, c'est important. Je sais pourquoi je l'ai dit. Et quand on arrive après la mort de Mouzé, qu'est-ce qui se passe? Kabila avait unifié les pays. Je sais pourquoi je donne ces dates. Et Kabila, le 19 avril 2002, à Sun City, prévoit de signer un accord avec Jean-Pierre Bemba. Cet accord qui voulait faire de Jean-Pierre Bemba Premier ministre. Cet accord-là,
boycotté par plusieurs, et c'est comme ça qu'on convoque une autre réunion. Laissez-moi parler. Nous parlons de la Constitution, la thématique sur la Constitution. C'est ce que je suis en train d'arriver. S'il vous plaît. Kabila et Bemba, c'était du temps de... S'il vous plaît, je suis en train d'arriver. En 2002, Kabila voudrait signer un accord avec Jean-Pierre Bemba pour unifier les pays. Et c'est comme ça que le 30 septembre, et c'est comme ça qu'il y a eu cette constitution de la transition au mois d'avril. Maintenant, cette constitution de la transition avait pour quel objectif? C'est de nous doter des institutions, une nouvelle constitution qui va cimenter les pays, qui va mettre ensemble le peuple, qu'il n'y ait plus de rébellion, qu'il n'y ait pas de mouvements sécessionnistes, qu'il n'y ait pas de divisions, qu'il n'y ait pas ceux qui vont dire nous sommes un peuple supérieur que les autres. Raison pour laquelle quand vous lisez l'exposé des motifs de notre constitution, vous allez voir ça répond à tous ces problèmes. Pourquoi j'ai donné cette historique? J'ai donné cette historique pour permettre aux gens de voir les dangers que l'UDPS aujourd'hui minimiserait au nom de la démocratie, au nom de l'excès du pouvoir. Arrivé à Démissi, nous avons cette constitution. Et vous allez voir que si aujourd'hui même Jean-Pierre Bemba est dans les institutions, c'est à cause de cette constitution. Les Azarias Roubaix-Roy ont laissé les armes, c'est à cause de cette constitution. Maintenant, je réponds maintenant à votre question. Vous avez vu le contexte d'élaboration de notre constitution. Et depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un Congolais qui s'est levé un bon matin, qui dit moi je prends ces coins du pays, ça m'appartient. Merci pour cette petite piqûre de rappel historique. Maintenant, allez, venons-en à la question. On continue. Mon co-débatteur en face déjà a un petit problème. Le problème de mots. Vous parlez de Papi Mouya. Je parle de Papi Mouya. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Bon, je cautionne. Peut-être c'est parce qu'il a parlé avec précipitation. Mais il ne sait pas de quoi il s'agit. Tantôt, il parle d'une révision constitutionnelle, tantôt il parle du changement de la constitution. Maintenant, admettons que c'est le changement de la constitution. Pour le mécanisme, le co-débatteur à côté qui fait partie de leur famille politique, je parle de l'Union sacrée, l'a déjà contredit. Déjà, par rapport à la modification, le président ne modifie pas la constitution, il initie, l'article 218 est clair, il initie la modification qui peuvent aussi être refusées. En concertation avec le Conseil de ministres. Il initie, oui. Initiation simplement, qui peuvent aussi être refusées par le Parlement. S'il n'y a pas opportunité. Il faut bien lire l'article pour ne pas créer des zones d'ombre. Le président de la République... C'est pas la vérité. Tu as la Constitution. Le président de la République également. Il a cette possibilité de toucher à la Constitution. De modifier. Le gouvernement, en concertation... Est-ce qu'on se comprend? Bah oui. J'espère qu'on ne se comprend pas. Je crois que je dois lire cet article pour ne pas créer d'autres zones d'ombre dans le chef. Pendant que vous lisez, mon temps d'antenne est bloqué. Hein. Bon, l'article 218 dit ceci. L'article 218 de la Constitution dit que l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. Au président de la République. Le premier. 2. Au gouvernement, après délibération en Conseil des ministres. Oui. 3. À chacune des chambres de Parlement, à l'initiative de la moitié de ses membres. 4. Et 4. À une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une de 2 chambres. Voilà. Mais il a raison. Qui a raison? Les présidents ne modifient pas, s'il vous plaît. Il initie. Ce n'est pas au président. C'est l'unique organe chargé de réviser la Constitution. Puisqu'on parle, ce n'est ni le président. Il s'agit ici de l'initiative. On parle de l'initiative qui appartient au Vous avez raison. Merci, j'ai raison. Ah oui. Comme j'ai toujours eu raison. C'est le pouvoir constituant dérivé. C'est l'unique organe qui est chargé de réviser la Constitution. Ni originaire élabore et le pouvoir constituant dérivé, c'est lui qui est censé modifier la Constitution. Dans notre pays, c'est notre constitution. Et puis je vais dire encore une chose simple. Vous savez, quand on vient sur un plateau de télé, on veut faire croire au peuple que c'est la constitution qui bloque, qui fait tout ça. C'est quoi l'opportunité maintenant? Parce que moi, ce que je vois les démembrements de la République démocratique du Congo. Parce que la fondation, les ciments, la toiture qui maintient l'unité de ces pays, c'est cette constitution. Ni cette constitution, on allait voir la République de l'Équateur, la République de l'Est, la République du Katanga. Vous parlez de l'opportunité. Il y a Maître Diagas qui a évoqué ici certaines incohérences même qui sont dans cette même constitution. Écoutez, vous savez, nous avons une constitution rigide, une constitution qui a placé les mécanismes de sa modification. Voyez. Mais
Le droit constitutionnel, c'est un droit purement politique. C'est un droit qui repose suffisamment dans les intentions. Je vous dis, c'est dans les intentions. Alors, entre les deux concepts, puisque vous n'êtes pas d'accord que l'on puisse cumulativement faire usage de ces deux concepts, soit de la révision ou du changement, entre les deux, qu'est-ce qui vous énerve le plus? Je crois que c'est le changement. Les problèmes, le problème maintenant, c'est quoi? C'est quoi l'opportunité? C'est quoi l'intérêt? Il y a déjà un gouvernement en place. Oui, le président n'a pas un problème de mettre en place son gouvernement. Il a déjà son gouvernement. Le président n'a pas un problème de valider les mandats. Il a déjà son mandat. Pourquoi pas laisser à celui qui viendra après 2028 de le faire? Parce qu'il sera son premier mandat. Nous, on n'en a pas besoin. On a plus besoin de lui par rapport à la sécurité à l'Est. On a plus besoin de lui par rapport à une bonne politique de gouvernance ici au pays. On n'a pas besoin qu'il modifie pour nous la constitution. Parce que quand nous, on serait au pouvoir, on va modifier ça si c'est important. On n'en a pas besoin. Si lui veut aider les pays aujourd'hui, c'est faire en sorte de répondre aux questions posées par le peuple. Parce qu'il y aura un nouveau président en 2028. Et laisser ce président-là, il sera à son premier mandat, il va faire tout ça. Mais aujourd'hui, l'intention malsaine, écoutez le président ce qu'il dit. Nullement, dans notre constitution, dispose que pour verrouiller l'article 220, il faut que le peuple puisse faire quoi que ce soit. Pour déverrouiller. Pour déverrouiller, merci. Il faut que le peuple fasse quoi que ce soit. Et je doute fort que ni M. Mouya qui est devant moi, ni le président de l'IDPS, AI je parle, qui maîtrise ne serait-ce que 15 dispositions de notre constitution. Ils n'ont même pas encore utilisé ça. Mais ils pensent que la constitution, elle est mauvaise. Le peuple est souverain, le peuple, il n'y a aucun pouvoir au-dessus du peuple, il peut en décider. On a d'abord un problème. Est-ce qu'on a un peuple congolais? Est-ce que tu es d'abord congolais? Est-ce que je suis congolais? Quel est l'élément qui atteste la nationalité congolaise de M. Mouya et moi? C'est quoi? On n'en a pas. On a un Congolais. Merci. Vous allez demander maintenant le recensement ou le référendum avec quoi? Ce sont des questions essentielles qu'il faut poser. Laissez à celui qui viendra en 2028. Il sera un nouveau président, il aura un premier mandat. De son mandat de 2028 à 2032, ils peuvent modifier la constitution avec concertation si c'est possible, si c'est urgent. Parce qu'il aura un problème de validité des mandats, tout ça. Mais pas si c'est second mandat où l'Est du pays est attaqué. On a un problème de social. On a tous ces mots qui rongent la population congolaise aujourd'hui. C'est la constitution qui est le problème principal. Non, merci. Je ne pense pas. Papi Mouya, vous avez suivi votre co-débatteur, Maître Diagast, avec qui vous êtes dans une même coalition, l'Union Sacrée. Il est tout à fait d'accord avec le changement et non avec la révision et non les changements. Est-ce que votre démarche ne risque-t-elle pas aussi de fissurer la famille politique de Félix Tshisekedi? Moses, aujourd'hui vous avez mis en difficulté mon frère Nathanaël qui, pendant tous ces temps qu'il a pris la parole, je n'ai presque rien compris, sincèrement. Parce que la question a été claire. L'initiative de la révision de la Constitution peut venir du président de la République. Je n'ai pas dit le contraire. En dehors du président de la République, vous avez lu cet article. Vous avez dit qu'il peut changer. Non, on parle de l'initiative. Non. Le président de la République n'a pas le pouvoir de changer la Constitution. De modifier, pardon. Vous avez parlé de modifier. Voilà. Il faut préciser les choses. Il faut les préciser. Je ne vais pas peut-être descendre et j'aimerais à ce que je puisse proposer des idées claires aux Congolais. Je vais dire quelque chose qui est vrai. Mon frère de MLC a dit clairement que la modification, oui. Mais les changements, il n'y a pas de disposition. Non, je vais demander à mon frère maître de pouvoir lire l'article 5 de la Constitution de notre pays. Cet article donne tous les pouvoirs au peuple. Quand on vous dit le peuple est souverain, c'est que le peuple pourra prendre la décision. Le peuple pourra définir. Mais c'est totalement clair. Parce que le président de la République n'a pas le pouvoir de changer cette constitution, mais vous avez au moins affaire à une représentation de ce peuple. Et on vous dit, il y a possibilité qu'on puisse aller au référendum. Et quand vous y allez, le même peuple est représenté. On vous dit, il faut qu'on puisse arriver à récolter 100 000 signatures. Vous croyez que Félix Tshisekedi, lui seul qui a réussi à avoir 73%, ça sera impossible qu'on puisse avoir 100 000 signatures? C'est une question qu'il faudra qu'on puisse se poser.
d'une manière générale, depuis que ce débat a commencé jusqu'à là où nous sommes, je n'ai pas eu des idées claires des soi-disant opposants expliquant clairement c'est le pourquoi ils refusent qu'on puisse parler du changement ou de la révision. Il dit que je suis en train de naviguer dans le vide. Non, j'ai donné les deux possibilités. J'ai dit clairement que ce soit le changement ou la révision de notre constitution, les deux vont tenir ou peuvent tenir, mais pas au même moment. C'est au peuple de choisir ce qu'il faudra qu'on puisse faire. Il y a des articles qui sont verrouillés. Déjà, quand il faudra parler de la révision, la Constitution est claire. Alors, la Constitution donne des idées nettes. Permettez que je puisse... Vous n'avez que 3 minutes pour cette prise de parole. S'il faut parler de la révision, oui, la Constitution donne des modalités. Mais lorsqu'il faut parler du changement, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous avez des articles qui sont verrouillés, vous n'avez pas d'autre choix que de recourir au peuple. C'est ce qui est clair. Si tel n'est pas le cas, on a un maître avocat, surtout que je ne fais pas souvent confiance, si tel n'est pas le cas, c'est que cette constitution restera comme une Bible. Est-ce que l'UDPS se fait au moins une idée sur les conséquences que pourrait entraîner sa démarche? Mais également, il y a de ceux qui pensent que le pays risque même d'être sombré dans les chaos. Il y a l'Église catholique qui préconise aussi, qui promet même de mobiliser, de faire une mobilisation générale pour barrer la route à l'UDPS. Et de l'autre côté, en réaction, Augustin Kabouya, votre secrétaire général, il dit que son parti garde encore l'expérience de mobiliser la rue. L'UDPS va aussi de son côté mobiliser pour sa démarche. Moses, n'y aura-t-il pas confrontation? Je vous ai dit clairement au début ici que c'est de leur droit. Il y a ceux-là qui refusent qu'on puisse parler de la révision ni du changement. C'est de leur droit. On est en démocratie. En démocratie, chacun est libre de pouvoir donner son point de vue. C'est que ce n'est pas... On ne va pas imposer à tout le monde ici d'accepter ce que l'UDPS est en train de demander. Non. L'UDPS, mon parti, va continuer à sensibiliser le peuple. Doit continuer à faire comprendre au peuple les avantages que nous aurons en changeant cette constitution. C'est ça le travail que l'UDPS va pouvoir faire. S'il y a de ceux-là qui pensent que ce n'est pas normal, on ne va pas accepter, nous aussi au sein de notre parti, on trouve que c'est de leur droit. La Constitution accepte qu'il y ait une marche, mais qu'il sache une chose. Quand vous allez faire des marches en refusant qu'il y ait changement de la Constitution, nous ferons aussi la même chose pour qu'il y ait changement. Et au finish, on sera obligé de pouvoir trouver une voie qui est beaucoup trop démocratique. Vous savez cette voie. Est-ce que votre démarche n'est-elle pas suicidaire dès lors que certains alliés de Tshisekedi nourrissent des ambitions de briquer la magistrature suprême en 2028, notamment Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et les autres. Mais déjà, parler de la révision, c'est là, sous-entend que l'on va revoir, le compteur sera retourné à zéro, le compteur du nombre de mandats du président de la République, et on passera à la quatrième, on passera de troisième à la quatrième République. Est-ce que cette démarche n'est-elle pas suicidaire? Je vous pose cette question. Moses, l'UDPS, mon parti, n'a jamais été contre les rêves de certains leaders de l'Union sacrée de devenir président de la République. L'UDPS n'a jamais été contre. L'UDPS, mon parti, est en train de sensibiliser, de pouvoir se battre pour expliquer une idée claire ici au peuple et non aux leaders de l'Union sacrée. Attention, on n'est pas contre eux. Si quelqu'un pense que les choses à venir, il peut pouvoir postuler afin de devenir président de la République, mais c'est normal, ce sont des Congolais. L'UDPS ne peut pas mener des démarches qui vont pouvoir empêcher les autres. Non, nous sommes au pouvoir, nous sommes en train de travailler pour le bien-être de ce peuple congolais. Merci. Le peuple qui a eu à faire confiance au président Félix Tshisekedi, je pense qu'ils vont pouvoir laisser le temps au chef de travailler et de pouvoir apporter des solutions pouvant aider la République démocratique du Congo à aller de l'avant les jours à venir. Au nom de leur coalition, Maître Djagast Djamba, on peut
tout de même accompagner Tshisekedi, même s'il osait à changer la constitution. Je vais rectifier un élément. Vous avez dit ici que je m'étais opposé au changement. J'ai dit ceci, que la question jusque-là est levée par l'UDPS. Et l'Union sacrée en tant que corporation, la question n'a pas encore été levée au niveau de l'Union sacrée. Et j'ai dit ceci, pour répondre à mon ami Papi, qui dit que je devais lire l'article 5. En fait, l'article 5 pose tout simplement le fond de ce qu'il faut entendre par un référendum. Mais l'article 5 ne vous donne pas la structure formelle du référendum. C'est-à-dire, vous avez au niveau de l'article 161 de la Constitution, il est clairement dit que le juge constitutionnel est le juge du contentieux du référendum. Mais comment est-ce qu'on en arrive à déclencher ou initier le référendum? Ce n'est pas prévu. Ça aurait été le cas, par exemple, vous prenez l'article 166 de la Constitution, où on vous parle de mécanisme d'impeachment, comment déchoir un président de la République en fonction ou un premier ministre en fonction. Je vais vite lire l'alinéa premier de l'article 5 qui dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Bien sûr. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Qu'il exerce directement par voie de référendum. Quelle est la procédure maintenant du référendum? Parce que quand vous dites les élections, vous avez un cadre qui organise les élections, n'est-ce pas? Vous avez une institution qui organise les élections, n'est-ce pas? Vous avez les juges électoraux en cas de recours. Maintenant, en ce qui concerne le référendum, vous avez le juge constitutionnel qui juge de contentieux. Maintenant, l'initiative, quand on parle du référendum ici, mon ami a évoqué l'article 218 qui parle des pétitions. Les pétitions et des référendums ne sont pas les mêmes choses. En fait, les deux modèles, ce sont des modalités de ce qu'on appelle la souveraineté populaire. Parce que l'article 5 met en mariage la souveraineté nationale et la souveraineté populaire ensemble. La pétition n'est pas le référendum. Non, la pétition, c'est on initie une possibilité. C'est-à-dire quoi? Nous allons vers une démarche pour exprimer ce que nous pensons et nous donnons à la chambre représentative pour que la chambre puisse statuer. Alors que le référendum, c'est quand l'on vous pose une question sur un sujet de la République, vous devez répondre par oui ou non. Ce sont des modalités de souveraineté populaire, mais ce n'est pas la même chose. Dans le référendum intervient à quel moment? Justement, c'est où je voulais en venir. Généralement, dans l'histoire de droit constitutionnel, de plusieurs États, le droit constitutionnel comparé, en fait, c'est généralement, le pouvoir constituant originaire, c'est généralement ceux qui viennent par ce qu'on appelle le mécanisme de sanction politique inorganisée. Il vous reste moins d'une minute. Ça peut être je veux dire, généralement, c'est pas un dans coup le cas d'État. de notre constitution, le référendum. Je vous ai répondu. Dans le cas de notre constitution, il n'existe pas de structure formelle. Ça veut dire qu'il n'existe pas de procédure. Et lorsqu'on veut déverrouiller le 220. Justement. Quand on parle des articles 220, ce sont des dispositions intangibles. C'est ce qu'on appelle en droit constitutionnel des effets cliqués. C'est-à-dire les acquis que nous avons en termes de démocratie et que si nous décidons de les déverrouiller, c'est comme la théorie de l'œuf. Bon, pas seulement que vous perdez tout ce qu'il y a comme nutriments. Si vous déverrouillez l'article 220, s'il vous plaît, si vous déverrouillez l'article 220, ça veut dire que vous dénaturez la Constitution, vous la changez, en fait, vous la déverrouillez de sa propre substance. Vous voyez, ça c'est un changement. Et moi, je ne suis pas prononcé sur le changement parce que je vous dis ici que le référendum, qui est un mécanisme de souveraineté populaire, n'a pas de structure formelle, n'a pas d'assises. S'il y avait d'assises sur le référendum, je me prononcerais. Mais il y en a pas. Le juge constitutionnel, vous savez, mon ami, le porte-parole du président 7, quand vous lui avez posé la question, j'ai vraiment voulu comprendre les leitmotifs de ses motivations. Tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il parlait de l'opportunité. En fait, l'opportunité, c'est que mon ami peut-être ignore, ou bon, je ne lui dirais pas qu'il ignore, je ne lui porte pas des intentions, c'est que mon ami a peut-être oublié. C'est lui qui juge de l'opportunité quand on est en droit administratif, c'est soit l'autorité administrative ou les juges administratifs. Quand on est en matière constitutionnelle, c'est lui qui juge de l'opportunité de la légalité, c'est le juge constitutionnel. Et même si vous allez très loin avec le système politique contemporain, c'est lui qui juge de l'opportunité d'une question de souveraineté, c'est le monarque généralement, ou bien dans le cas d'espèce, c'est le chef, c'est-à-dire c'est lui qui conduit. Si le président de la République à qui la Constitution donne la possibilité de revoir la Constitution, juge de l'opportunité, ce n'est pas mon frère. Et même la Constitution elle-même, parce qu'il n'a aucune maîtrise des réalités de la gestion de l'État. Les mécanismes, soit les modifications Les mécanismes des révisions sont posés au niveau de l'article 218. Non, quand il parle de... Je parle ici de l'opportunité. Nous sommes en temps... Il y a une partie du territoire national qui est sous état de siège.
est-ce que cela nous permet... Non, il a parlé de l'opportunité en matière de révision. Vous voyez? Moi, je ne parle pas du changement. Je lui dis que la révision, parce que, en fait, la Constitution donne le pouvoir au chef de l'État, l'initiative de la révision et non l'initiative du changement. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, le changement découle, c'est ici que j'ai fini. Merci, maître. Le changement découle généralement de quoi? D'une élection d'une assemblée constituante. Ça veut dire, vous mettez en place une assemblée pour élaborer, rédiger une constitution qui sera soumise par voie de référendum au peuple. C'est en ce moment-là qu'on peut parler d'une constitution définitive et qui a comme conséquence d'engendrer une nouvelle république. Ça veut dire que toutes les institutions reprennent à Beauvau, comme on appelle. À Beauvau, ça veut dire compteur à zéro. Et il ne faudrait pas ici faire de l'amalgame. L'opportunité est jugée en fonction des autorités compétentes et habilitées et non en fonction des personnes qui n'ont pas qualité et qui n'ont pas mandat. Nathanaël, si vous suivez les arguments de sociétaires de l'Union Sacrée, beaucoup plus de ceux de l'UDPS, leur démarche semble ici inéluctable. Il tient mordicus à toucher à la Constitution. Alors comment entrevoyez-vous la suite de ce feuilleton? Est-ce que l'opposition sera à même d'empêcher Félix Tshisekedi à parvenir à cette fin? Toucher, soit réviser, soit changer la Constitution. Dès le début, je l'ai dit. Pour moi, personnellement, la Constitution, c'est la volonté du peuple coulée en écrit, simple. Donc c'est une représentation imaginaire. Le peuple se décide de comment est-ce que sa société sera érigée. Alors, déjà, au Congo, je ne sais pas, l'impeachment au Congo n'existe pas. Nous avons une cour constitutionnelle qui existe, qui poursuit le président de la République. Donc il faut aller voir ça aux États-Unis, où les chambres de représentants et les congrès se transforment pour poursuivre le président de la République en place. Ici, nous avons une cour constitutionnelle conformément à l'article 164, vous allez voir. Déjà, il me parle de l'autorité qui peut vérifier l'opportunité. Je ne suis pas là-dedans. Je ne fais pas aussi un débat à se comporter comme un juriste, vouloir avoir raison. Mais ici, je suis un patriote. Et ces patriotes-là qui connaissent l'histoire de son pays, que beaucoup ignorent. Vous comprenez? J'ai donné une date. Je pense s'il est de MLC, mon collimateur pourrait bien comprendre. Les méandres de la naissance d'abord du MLC, c'est pas pour rien que j'ai donné ces dates. De la naissance du MLC, la cessation des armes de MLC. MLC a déposé les armes, c'était pourquoi? Mais cette question est déjà dépassée. Non, ça ne sera jamais dépassé. C'est la question de l'unité nationale. C'est ça. Quand je dis c'est les ciments qui maintiennent l'unité nationale, c'est-à-dire que tout le monde aura maintenant raison de faire recours soit aux armes, soit à la barbarie. C'est ça. C'est la chose qu'il faut déjà tenir. Aujourd'hui, si on espère, on s'est dit, on a les kilos de dire je serai candidat à 2028. Quelqu'un peut dire je serai candidat à 2032. C'est parce que cette constitution a introduit les jeux démocratiques. Quand vous osez changer, ça serait déjà sans consultation, sans aval. Et quand vous changez, j'ai fini. Moi, je n'ai même pas... Vous avez 3 minutes chacun. Il vous reste à moins d'une minute. Ma deuxième prise de parole. Allez-y. Déjà ici, qu'est-ce qu'IDPS veut faire? IDPS veut faire ce qu'on appelle coup d'état constitutionnel. Ils veulent passer à la double révision constitutionnelle. Écoutez, je vais expliquer. Ils veulent faire quoi? Ils veulent déverrouiller l'article 220, ce qu'on appelle la double révision constitutionnelle. Vous avez votre conseiller spécial à charge de sécurité. Aujourd'hui, vous n'avez pas préparé l'émission. Je suis très sûr que je vous retrouve pas. Ce n'est pas vous qui parlez. Laissez-moi finir. Ou bien protégez-moi. Allez-y, je vous protège. Ils veulent faire ce qu'on appelle le coup d'état constitutionnel. Ils veulent passer aux techniques de double révision constitutionnelle. C'est-à-dire, ils vont faire quoi? Ils vont vous appeler pour vous faire croire que c'est une révision. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer par réviser l'article 220. Quand ils révisent, ils déverrouillent l'article 220, directement ils passent aux double révision constitutionnelle. Vous leur prêtez des intentions. C'est ce qui va se passer. Voilà pourquoi nous savons, le droit constitutionnel c'est un droit politique, c'est un droit spirituel, au-delà des cadres contextuels, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, c'est un droit politique. Vous savez, le droit constitutionnel, c'est le droit qui vient encadrer les pouvoirs politiques. Et nous, quand nous parlons de la Constitution, nous avons un œil regardant de cette Constitution-là. C'est-à-dire, ils veulent faire quoi? Ils vont vous dire, nous allons aller à la modification et non au changement. Quand vous partez à la modification, ils modifient l'article 220 parce qu'ils ont les députés. Vous niez pourquoi? Ça ne se fait pas, mon cher. Vous niez pourquoi? On ne peut pas toucher à l'article 220 sans passer par l'article 5. Merci. Avant qu'on puisse toucher cet article qui est verrouillé, il faut nécessairement vous savez au moins ce qu'on appelle le double. C'est moi qui ai la parole. Parler des révisions. Calmez-vous. C'est moi qui ai la parole, c'est pas vous. Merci. Vous chutez Nathanaël, allez-y rapidement. C'est ça que j'ai dit. La politique de l'IDPS, c'est quoi? Ils vont même pas aller au référendum.
Ils veulent convoquer les gens pour la modification de la Constitution et ils vont toucher l'article 220. Faire ce qu'on appelle la double révision constitutionnelle ou le coup d'état constitutionnel. Quand vous touchez déjà les dispositions intangibles, il n'y a qu'une seule disposition. Mais alors que Tshisekedi dit que c'est le peuple qui a le pouvoir de décider. Mais lui-même, ce n'est pas le référendum. lui-même, mais c'est Tshisekedi confond. Merci. Écoutez, lui-même confond le champ ou de l'élaboration de la Constitution. Il a dit que c'est élaboré à l'étranger. Il a oublié ce qu'on appelle la retraite de Kisangani. Il a dit que c'est élaboré à l'étranger, mais il a oublié que l'avant-projet de notre Constitution, c'était par le Sénat. Il a dit que c'est élaboré à l'étranger, mais il a oublié le séminaire organisé ici au mois de décembre 2025. On va lire le message des auditeurs. Nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Bonjour. RTGA, je félicite les membres du MLC pour sa clarification. Message non signé. Bonsoir. RTGA, cette constitution, sa place, c'est à la poubelle, puisqu'elle est étrangère. Message de Eman Kayembe depuis Massina sans fil. Autre message. Salut RTGA, c'est Papa Dioamongafula. Que Mouya me réponde si on change la constitution, donc tout reprend à zéro. Donc même Kabila sera éligible aux élections de 2028. La guerre de l'Est est comme la plaie sur le pied d'un diabétique. Alors guérir la plaie, c'est gaspiller les temps. La solution, c'est couper la jambe. Faisons la guerre avec le Rwanda. Moses, j'ai quand même le droit de répondre. On est bon. Il faut savoir ici que la constitution de la République démocratique du Congo ne peut pas être changée pour une personne, même pas pour Tshisekedi. La constitution sera touchée pour permettre à la République démocratique du Congo de prendre des nouvelles bases, de pouvoir avancer selon les réalités de la République démocratique du Congo. Michel depuis Kimpese, il nous dit salut ma radio, est-ce que l'Église catholique ne peut pas intervenir à nos enfants qui n'étudient pas, eux toujours la politique, que la Synco intervienne d'abord en ce qui concerne la perturbation des cours de nos enfants, qui laisse les politiciens manipuler la population. Bonjour cher grand Moses Masunga et félicitations pour les castings équilibrés de cet après-midi. Le peuple congolais attend impatiemment les changements de cette fameuse constitution qui nous tire vers le bas. Némi Mutombo, depuis Bumbu. Bonsoir, RTGA. Ceux qui ne veulent pas que la Constitution soit modifiée attendent peut-être quand ils seront au pouvoir, mais nous croyons que le moment est indiqué pour changer cette Constitution. Un message de Malou Angalima. Bonsoir, ma radio. Malheur à l'UDPS et ses mensonges auxquels nous en sommes fatigués. En 2016, l'opposition est essoufflée et c'est grâce à la mobilisation de l'Église catholique que l'UDPS accédera frauduleusement au pouvoir. Que l'UDPS soit au moins reconnaissante envers cette Église. Mon après-midi, ma radio demande à messieurs de l'UDPS si la Constitution empêche à monsieur Chilombo d'aller à Bunagana. Il nous a promis de donner sa vie pour la paix à l'Est. Message non signé. Deux derniers messages. Bonjour ma radio, c'est Nathan Seki. La révision de la Constitution n'est pas interdite car les acteurs de cette initiative de la révision constitutionnelle sont énumérés par l'article 218 de la Constitution. Un long message que j'ai écourté, on va peut-être finir avec cet auditeur. Il dit, c'est Maître Zachary, bonjour ma radio, la Constitution ne règle pas tout car elle ne détermine que le principe en grande ligne. Et donc la mauvaise gouvernance dépend de l'éducation de base des animateurs des institutions et non le problème de la Constitution. Et c'est la raison pour laquelle les lois organiques existent. Dernier message, bonsoir. Qui maudit... Un message déjà très compliqué. Bonjour RTGA avait posé la question à l'homme de cette qui connaît. Quelle est la disposition de la Constitution que l'actuel président n'a pas les droits d'initier la révision? Seul le président qui viendra en 2028 a ses droits. Et quel est l'article qui parle de l'opportunité? Antoine Amombélé. Alors, de ces messages d'Antoine Amombélé, nous mettons déjà un terme à l'émission d'aujourd'hui. On débrief que vous allez suivre tout à l'heure en rediffusion à 22h30, heure de Kinshasa, et à 23h30, heure de l'Est du pays. Vous nous suivez à Goma sur 87.5 FM. Cette émission a été réalisée par Pedi Pereira et Yannick Mahamba à la radio comme à la télévision. Et Fiestambo était à la régie télévision. Christian Moses Masunga, qui vous parle, vous l'avez présenté. Et David Pachera était derrière
les images. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre émission. Restez avec nous sur RTG et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Décortiqué par les spécialistes. L'IDPS, pour avoir passé 38 ans sous le bois, ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débriefe. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la